L'ex de ma fiancée disait qu'il avait juste besoin de « tourner la page ». Puis il lui a envoyé un message « La nuit dernière était incroyable. J'ai toujours su qu'on finirait par se remettre ensemble. » Elle a ricané et a dit « Il dramatise. C'était un truc d'un soir. » Alors j'ai fait semblant de ne rien voir. Ce matin, elle a ouvert son placard et a hurlé. Maintenant, elle fait exploser mon téléphone d'appels et de messages. Alors laisse-moi planter le décor rapidement. J'ai 25 ans, je suis un homme, développeur logiciel, et je passe beaucoup trop de temps à déboguer le code merdique des autres, et pas assez à déboguer mes propres choix de vie. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais fiancé à ma copine, Ava, 25 ans, qui a désormais officiellement gagné sa place au panthéon des ex complètement cinglés. On s'est rencontrés à la pendaison de crémaillère de mon pote Kai il y a 3 ans et demi. Ava est entrée dans la pièce avec une robe noire moulante, m'a surpris en train de la regarder et est venue droit vers moi. On a échangé nos numéros après quelques verres et du flirt bien appuyé. Rencontre cliché parfaite, non? Je me souviens m'être dit ce soir-là que j'étais sacrément bon. Juste un autre mec totalement naïf, sur le point de marcher dans un champ de mine sans s'en rendre compte. Elle riait à mes blagues nulles et arrivait à me faire sentir comme le mec le plus cool de la pièce. Avance rapide de 3 ans. On est fiancés, on vit ensemble dans un appart sympa en centre-ville, et on est censé se marier cet été. Les faire-part étaient déjà envoyés, la salle réservée, tout le package. Ava était fun, extravertie, et suffisamment canonne pour attirer les regards. Elle savait bien s'habiller et tenir une conversation normale, mais putain, sous cette façade Instagram parfaite, elle avait de sacrés problèmes. Honnêtement, les 2 premières années étaient plutôt bonnes. On partait en randonnée le week-end, on faisait des marathons de films, et parfois elle m'apportait le déjeuner au bureau. Elle était super créative aussi, toujours en train de planifier des rendez-vous élaborés et de me surprendre avec des billets de concert. C'était la première personne qui semblait vraiment comprendre mon humour bizarre. Mais à mesure qu'on se rapprochait de la date du mariage, les choses ont commencé à changer, de manière impossible à ignorer. Elle devenait bizarre dès que des potes mecs m'appelaient pour sortir. C'était qui? Pourquoi ils appellent si tard? Il est 20h30, bon sang. Pourquoi ils ne peuvent pas envoyer un message comme des gens normaux? Et que Dieu me garde si je voulais aller à un enterrement de vie de garçon ou à une soirée gaming. Interrogatoire garanti. Pendant ce temps, ces soirées entre filles étaient soi-disant sacrées, et les remettre en question faisait de moi un mec contrôlant. Les signaux d'alerte étaient là, comme toujours. La façon dont elle parlait de son ex, Léo. Complètement fou, obsédé par elle, incapable de passer à autre chose. J'aurais dû voir les drapeaux rouges. Mais bon, j'avais 22 ans et elle était canonne. Pas vraiment l'âge du meilleur discernement. L'ambiance dans notre appartement devenait toujours étrange dès que j'envoyais des messages à quelqu'un. C'est qui est devenue sa phrase fétiche. Elle passait derrière moi pendant que j'étais sur mon téléphone, sans même essayer de cacher qu'elle lisait par-dessus mon épaule. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point j'ai laissé mon identité s'effriter. Je jouais dans un groupe de garage le week-end. Ça s'est arrêté parce que les répétitions prenaient du temps sur notre temps. J'avais un match de basket hebdomadaire avec des potes de la fac. D'un coup, ces gars sont devenus de mauvaises influences qui ne respectaient pas notre relation. Technique d'isolement classique. Et je suis tombé dans le panneau à chaque fois. Je n'arrive pas à croire que je prévoyais d'épouser quelqu'un qui essayait de m'isoler de tout et de tout le monde. Cette sensation constante de devoir m'expliquer, justifier des amitiés normales et prouver ma loyauté encore et encore était épuisante. Et pourquoi? Pour qu'elle fasse exactement ce dont elle m'accusait. Mais je m'emballe. Attends, il y a encore beaucoup à venir. Donc, en plus de tout le côté contrôlant que j'ai mentionné, le plus gros drapeau rouge? Son insécurité complètement psychotique vis-à-vis d'Evelyne. Je dois expliquer. Evelyne était une amie proche d'Ava à la fac. Même sororité, même groupe d'amis, même cours. Puis elles ont eu une brouille nucléaire qu'Ava n'a jamais vraiment expliquée. Juste des trucs vagues, Evelyne était fausse, pas digne de confiance, une sale traîtresse. Quand je demandais des détails, elle disait « Evelyne a toujours voulu ce que j'avais. » Super mature. Le truc, c'est qu'Evelyne était objectivement magnifique. Elle aurait pu être mannequin, mais elle a choisi l'ingénierie à la place. Et Ava, bien qu'attirante aussi, se comparait constamment. Elle se moquait des postes d'Evelyne. Au regarde, encore un selfie filtré de Miss Parfaite, ou je parie qu'elle cherche encore la validation des mecs. La jalousie était franchement gênante à voir. Et pendant tout ce temps, je me disais, putain, qui t'a fait ça? À chaque fois qu'Evelyne postait quoi que ce soit, Ava le voyait dans les minutes qui suivaient. Peu importe qu'elle ne soit pas identifiée ou que ce soit sur une plateforme qu'Ava utilisait rarement. Elle avait une sorte de radar Evelyne surnaturel qui faisait vibrer son téléphone instantanément. Je la voyais changer d'expression en plein milieu d'une conversation en consultant une notification, et je pensais, ça y est, c'est reparti. Evelyne avait respiré quelque part dans la ville, et maintenant notre soirée était foutue. La mesquinerie a atteint des sommets. Une fois, Evelyne a posté qu'elle avait eu une promotion dans sa boîte d'ingénierie. Ava a passé toute la soirée à faire défiler des offres d'emploi et à mettre à jour son LinkedIn. Une autre fois,
Evelyne s'est coupé les cheveux en carré, et soudain Ava avait besoin d'un rendez-vous d'urgence chez son coiffeur. J'ai essayé de rester neutre, façon suisse, dans toute cette histoire. Tu te demandes peut-être comment je connais Evelyne. On était dans le même cursus d'informatique à la fac. On n'était pas proches, mais on a bossé ensemble sur quelques projets de groupe. Elle était cool, facile à aborder. On est resté de simples connaissances, et je n'ai jamais donné à Ava la moindre raison d'être suspicieuse. J'ai respecté ses sentiments et gardé mes distances avec Evelyne. Oui, je sais. J'étais complètement soumis. Les seules fois où je croisais Evelyne, c'était lors d'événements professionnels ou de soirées entre amis communs, et même ça devenait des incidents diplomatiques majeurs nécessitant une autorisation préalable, des mises à jour en temps réel et un débriefing après coup. Elle t'a parlé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé de mes nouvelles? Elle était avec quelqu'un? 20 questions minimum à chaque fois. Je devais raconter chaque interaction dans des détails atroces, comme si je témoignais devant le Congrès. À mesure que le mariage approchait, la jalousie d'Ava est devenue complètement débridée. Elle vérifiait mon téléphone pendant que j'étais sous la douche. Puis elle disait, je regardais juste l'heure. Ensuite, elle me demandait si j'étais même dans le même groupe de discussion qu'Evelyne. Une fois, elle est tombée sur une vieille photo d'Evelyne et moi lors d'un hackathon, datant d'avant même que je rencontre Ava, et elle ne m'a pas adressé la parole pendant 2 jours. 2 jours. Pour une photo vieille de 3 ans où on ne se touchait même pas. J'ai balayé ça d'un revers de main, mec. Je me disais, c'est un truc de fille. Les filles sont jalouses. Les filles sont hormonales. Elle suranalyse, elle est juste anxieuse et insécure, me répétais-je à chaque fois. Je lui trouvais des excuses. Mes potes ont commencé à remarquer. Ils me lançaient des regards inquiets quand Ava m'interrogeait sur qui allait venir à une sortie. Ils m'envoyaient des messages en privé, ça va, mec? Tout est cool entre toi et Ava. Je minimisais, je faisais une blague à base d'émojis café sur les femmes, genre tout va bien, parce qu'admettre qu'il y avait un problème, c'était admettre que je m'étais mis dans une relation toxique. C'était épuisant, mais j'étais amoureux et je pensais qu'on finirait par arranger ça. Erreur classique. Pas vrai? C'est ça le problème avec les signaux d'alarme. Ils ressemblent à des drapeaux normaux quand on porte des lunettes roses. L'obsession pour Evelyne aurait dû être mon signal de sortie. Les gens normaux ne s'acharnent pas pendant des années sur quelqu'un qu'ils prétendent détester. Les gens normaux ne surveillent pas les interactions banales de leur partenaire avec quelqu'un qu'ils voient à peine. Mais le vrai twist, c'est que toute cette jalousie et ces soupçons n'étaient que de la fumée et des miroirs, un cas classique de projection que je n'ai pas su voir à temps. Ce que je n'avais pas compris, c'est que l'obsession d'Ava pour Evelyne n'était qu'un écran de fumée pour masquer son propre comportement ultra douteux. De la projection pure et dure. Et c'est là que ça devient louche. Environ 3 mois avant la date du mariage, Ava a commencé à agir de façon vraiment suspecte. Elle sortait soi-disant à des after-work d'équipe au moins 4 fois ce mois-là, et à chaque fois, c'était le même scénario, retour tardif, maquillage impeccable, pas une seule photo avec des collègues, toujours une excuse du genre j'ai oublié de poster ou je suis parti tôt. Ça commençait à faire beaucoup. Ces after-work tombaient toujours les jours où elle faisait un effort particulier sur son apparence. Coiffure parfaite, tenue soigneusement choisie, maquillage capable de survivre à l'apocalypse. J'ai aussi remarqué d'autres schémas douteux. Ses collègues, avec qui elle prétendait être sortie, n'apparaissaient presque jamais dans ses stories Instagram ces soirs-là. Et quand je mentionnais innocemment quelque chose du genre, Jess a dit un truc marrant à l'afterwork, elle avait ce regard de cerf pris dans les phares, avant de se ressaisir avec un vague « oh ouais ». Jess était trop drôle hier soir. Jamais de détails. Jamais d'anecdotes. Et le téléphone, n'en parlons même pas. Soudain, il était toujours posé face contre table. Le mot de passe avait changé, de notre date d'anniversaire à quelque chose de nouveau. Je la surprenais à écrire sous la table pendant le dîner ou à aller brusquement aux toilettes dès que son téléphone vibrait. Une fois, je suis entré dans la salle de bain pendant qu'elle se douchait, et son téléphone était dans un sac Ziploc posé sur l'étagère de la douche. Un sac Ziploc. Qui fait ça à moins d'attendre un appel qu'on ne peut absolument pas rater. Et avant que tu demandes, oui, elle a pété un câble en m'accusant d'envahir sa vie privée parce que j'étais entré sans frapper. La même salle de bain dans laquelle elle entrait sans gêne quand moi je l'utilisais. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux ou d'insécure de nature, contrairement à certaines personnes dans cette relation, mais même moi, je ne suis pas assez con pour ne pas voir ces signaux. Malgré tout, je continuais à me dire que j'étais parano, que c'était juste Ava qui était Ava. Le truc, c'est que je lui faisais confiance. Malgré tout le bordel avec Evelyne, malgré son comportement contrôlant, je croyais sincèrement qu'elle m'aimait. À chaque fois que des pensées suspectes me traversaient l'esprit, je les repoussais. Elle est sûrement juste stressée par le mariage. Peut-être que ses collègues sont juste nuls pour prendre des photos. J'étais le roi pour lui trouver des excuses, le champion incontesté de l'aveuglement volontaire. Puis est arrivée la soirée qui a tout fait exploser. Ava était sortie avec des copines qui, étrangement, nécessitaient qu'elle porte sa robe la plus moulante et ses talons les plus hauts. Peu importe. J'étais à la maison en train de détruire des gamins sur Call of Duty quand son iPad s'est allumé sur la table basse.
L'aperçu de la notification était court, mais nucléaire. Léo, la nuit dernière était incroyable. J'ai hâte de te revoir. J'ai toujours su qu'on finirait par se remettre ensemble. Mon cerveau a fait un écran bleu pendant une seconde. Léo? Le Léo? Son ex-petit ami d'avant notre rencontre. Le soi-disant connard toxique qu'elle prétendait avoir complètement rayé de sa vie. Le même mec qu'elle utilisait comme exemple numéro 1 pour expliquer ses problèmes de confiance. Putain de Léo. Je suis resté là à fixer la notification, la manette oubliée dans mes mains, mon personnage se faisant démonter à l'écran. Ce moment où tout s'emboîte, les retours tardifs, les afterworks mystérieux, son attitude défensive. C'est comme prendre un coup de poing dans le ventre en même temps qu'une révélation totale. J'ai pris l'iPad. On connaissait les codes de nos appareils à l'époque. Son idée à elle, pas la mienne, quand elle voulait prouver qu'elle n'avait rien à cacher. Elle avait changé le code de son téléphone, mais avait complètement oublié que l'iPad avait encore l'ancien. J'ai donc ouvert les messages, à moitié en espérant une explication innocente. Peut-être qu'ils s'étaient croisés par hasard. Peut-être que, incroyable, voulait dire autre chose. Non. Ce que j'ai trouvé, c'était des semaines entières, de messages entre eux. Des plans détaillés pour se voir, du sexting, des photos explicites que j'aurais vraiment préféré ne jamais voir. Mais le vrai coup de couteau? Les blagues sur moi. Sur le fait que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Sur le fait que j'étais le choix sûr, qu'elle se contentait de moi parce que j'étais stable, tandis que Léo était sa vraie passion. J'ai fait défiler message après message. Il y en avait même de quelques heures plus tôt. Ava, j'ai dit à Nat que j'étais à l'afterwork avec le bureau. On se retrouve à notre endroit habituel dans 20 minutes? Léo, déjà là, un verre à la main, je t'attends. Notre endroit habituel. Ils avaient un endroit habituel. Je suis resté là, à fixer l'écran, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'écrouler. Mes mains tremblaient. Mon avenir, tout ce que j'avais prévu, la maison pour laquelle on économisait, les enfants dont on parlait, ce putain de mariage que je payais, tout était en train d'imploser sous mes yeux. Je continuais de faire défiler, incapable de m'arrêter, comme quand on gratte une croûte. Des messages remontant à plus de 2 mois. Des rendez-vous planifiés, des fois où il se voyait pendant que j'étais au travail, à la salle de sport ou avec des amis, pensant lui laisser de l'espace. Pendant ce temps-là, elle me faisait culpabiliser si je mettais 5 minutes de trop à lui répondre. Et pourtant, au lieu de la rage à laquelle je m'attendais, j'étais calme. Comme quand une voiture commence à glisser sur la glace et que tu comprends qu'il n'y a rien à faire à part laisser passer. À cet instant, tout est devenu limpide. Elle avait une deuxième relation en parallèle d'un mariage en préparation, et c'est moi qui finançais tout. Elle me mentait depuis des semaines. Elle se foutait de moi. Elle prévoyait de m'épouser tout en voyant ce type à côté, alors qu'elle me traitait comme un potentiel infidèle pour le simple fait d'être parfois dans le même quartier qu'Evelyne. C'est là que j'ai décidé, pas de confrontation dramatique, pas de larmes, pas de supplications, pas d'assiettes éclatées contre les murs. C'est ce qu'elle aurait attendu. Et elle s'en serait servie pour me faire passer pour le petit ami fou et contrôlant. À la place, j'allais disparaître de sa vie si complètement que ça la briserait. Parce que les gens comme Ava ont besoin d'apprendre qu'il y a des conséquences à leurs actes. Et j'allais devenir ces conséquences. J'ai reposé l'iPad et pris une grande inspiration. Mon cerveau passait déjà en mode programmeur. Méthodique. Logique. Résolution de problèmes étape par étape. J'ai attrapé mon ordinateur portable et commencé à faire des listes, choses à annuler, comptes à séparer, objets à déménager, personnes à contacter. C'était comme si mon esprit était entré en mode survie, où les émotions étaient mises de côté pour être traitées plus tard. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées sur mon email. Au cours des jours suivants, j'ai joué le rôle à fond, niveau DiCaprio en acteur de méthode. Je continuais à embrasser Ava le matin en imaginant que j'embrassais un serpent. Je lui demandais comment s'était passée sa journée en me demandant si elle avait été avec lui. Je continuais à planifier les détails du mariage avec elle. Chérie, tu penses que les demoiselles d'honneur devraient porter du bleu ou du violet pendant que tu couches avec ton ex? Elle n'avait absolument aucune idée que je savais. Performance digne d'un Oscar, de mon côté. C'était complètement dingue de la voir me mentir en pleine face tous les jours. Comment s'est passée ta journée au boulot, lui demandai-je, en sachant pertinemment qu'elle était partie plus tôt pour rejoindre Léo. Oh, hyper chargée, répondait-elle, en inventant une histoire compliquée sur une prétendue crise de projet. Pendant cette semaine-là, je m'excusais pour travailler tard ou voir les potes, alors qu'en réalité, je démontais notre avenir pièce par pièce, comme un démineur. J'ai appelé le lieu de réception, expliqué la situation, et étonnamment, j'ai récupéré la majeure partie de la compte. Pareil pour le traiteur, le fleuriste, le DJ. La plupart de ces prestataires ont déjà vu ce genre de merde. Une dame à la pâtisserie m'a même offert un cupcake gratuit en me disant que son ex-mari avait fait exactement la même chose. Ensuite, j'ai contacté mes garçons d'honneur dans un canal Discord privé que j'ai nommé Le mariage est mort, et je leur ai raconté la vérité, sans filtre. Ces mecs m'ont soutenu immédiatement. Pet a même proposé, je cite, de lui briser les rotules, ce que j'ai refusé.
Je n'ai pas envie d'aller en prison à cause de ce connard. Mon témoin, Trey, est venu chez moi ce soir-là avec des sodas et m'a aidé à élaborer une stratégie comme si on préparait un braquage. Trouver un nouvel appart à la dernière minute n'était pas simple, mais j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un appartement de l'autre côté de la ville, plus cher, mais avec une meilleure sécurité et une salle de sport, des avantages inattendus. J'ai signé le bail pendant ma pause déjeuner et payé la caution avec ce qui aurait dû être notre budget lune de miel. Désolé, Cancun. À chaque document signé pour ce nouvel appart, je sentais un morceau de liberté s'enclencher. Le meilleur dans tout ça? L'appartement actuel était uniquement à mon nom. Quand on avait emménagé, Ava avait des problèmes de crédit. 3 cartes maxées et 0 contrôle des impulsions. J'avais donc pris le bail à mon nom, elle promettant de payer la moitié. Ce qui voulait dire que légalement, je pouvais faire ce que je voulais. En parcourant des meubles pour mon nouveau logement, j'ai réalisé un truc, on avait étonnamment peu de choses qui étaient vraiment à nous. J'ai eu une illumination sur ce que j'allais faire de l'appartement. Ava comptait sur le fait qu'on emménagerait ensemble ailleurs après le mariage. Elle avait même commencé à regarder des annonces et à m'envoyer des liens. Elle n'avait aucun plan B, aucune épargne, et bientôt, plus d'appartement non plus. Alors j'ai appelé mon pote Milo. Milo est coach sportif, une montagne de muscles, super chill, et il venait de rompre avec sa copine. Il cherchait un endroit où vivre. Je lui ai expliqué la situation autour d'un verre, et il a été partant immédiatement. La conversation ressemblait à ça. Mec, elle t'a trompé. Yep. Avec son ex. C'est abusé. Long silence, je suis partant. Je déménage quand? Vendredi? Parfait. Aussi simple que ça. J'ai passé les jours suivants à emballer discrètement mes affaires essentielles et à les déposer dans le garage de mon frère. Rien d'évident, juste assez pour qu'Ava ne remarque rien. Le jour que j'avais choisi pour tout déclencher, Ava devait aller chez ses parents pour le week-end. Elle préparait ce voyage depuis des semaines, un anniversaire familial soi-disant immanquable. Dès qu'elle est partie vendredi matin avec un ignoble « Tu vas me manquer, bébé », par SMS qui m'a donné la nausée, j'ai lancé la phase finale. J'ai appelé les renforts, 5 amis, 2 pick-up. On a sorti absolument toutes mes affaires en une seule journée, parfaitement orchestrée. Des heures de boulot. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. J'ai tout documenté en photo au cas où elle tenterait de dire que j'avais volé ses affaires. Mais j'ai quand même laissé derrière moi quelques petites attentions bien choisies. Une impression encadrée de son message avec Léo, posée sur son oreiller. Classe, si je puis me permettre. L'invitation de mariage avec un énorme tampon rouge, annulé pour infidélité. Une boîte de bagues vide sur le plan de travail de la cuisine. J'avais déjà vendu la bague chez un prêteur sur gage. J'en ai tiré assez pour améliorer mon PC gamer, alors merci pour ça au moins, Ava. Et ma préférée, une clé USB étiquetée, vidéo du mariage, qui contenait en réalité un clip de 10 secondes de moi faisant un doigt d'honneur. Mesquin? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Puis j'ai donné les clés à Milo. Il a emménagé immédiatement, transformant en quelques heures ce qui avait été notre espace commun en pur repère de célibataire. Banc de muscu dans le salon, poudre protéinée partout dans la cuisine, planning d'entraînement sur le frigo à la place de notre calendrier de mariage, énorme affiche, live log lift, là où nos photos de fiançailles étaient accrochées. Ensuite, j'ai bloqué Ava sur tous les réseaux sociaux, commandé assez de nourriture chinoise pour 3 personnes, et savouré ma première nuit de liberté dans mon nouvel appartement. Et puis j'ai attendu. Comme un chasseur à l'affût, je me suis installé et j'ai attendu que la tempête inévitable trouve sa cible. Le dimanche soir est arrivé. J'étais détendu dans mon nouveau chez-moi, pieds posés sur ma nouvelle table basse. Personne pour me saouler à propos des dessous de verre. God of War à fond. Quand mon téléphone a explosé de notifications, l'avapocalypse venait de commencer. Ava, c'est quoi ce bordel? Il y a un mec dans notre appart? Ava, où sont toutes tes affaires? Ava, Nat, réponds-moi tout de suite. Je regardais les notifications s'accumuler en sirotant une Lacroix. Oui, je sais, c'est basique, et je me sentais étrangement paisible, comme si j'observais un ouragan depuis un endroit parfaitement sûr. Une partie de moi avait envie de répondre, désolé, nouveau téléphone, c'est qui? Mais je suis resté fort et j'ai gardé le silence. Les notifications continuaient d'arriver, chacune plus désespérée que la précédente. C'était comme regarder quelqu'un traverser toutes les étapes du deuil en temps réel, sauf avec beaucoup plus de majuscules. Ava, j'appelle la police. C'est une blague ou quoi? Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Puis, soudain, bébé, réponds-moi, je panique. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné à mon jeu honnêtement, la satisfaction de l'avoir paniqué était meilleure que n'importe quel combat de boss. Ensuite, elle a commencé à appeler en boucle. Cette femme a appuyé sur le bouton de rappel plus de fois qu'un télévendeur un jour de commission. J'ai refusé chaque appel, puis j'ai fini par bloquer complètement son numéro. Le silence était glorieux. Environ 1 heure plus tard, Milo m'a appelé. Il essayait de ne pas rire, mais échouait lamentablement. Mec, elle est en train de péter un câble complet. Elle est entrée en hurlant que c'était son appartement et c'est qui ce putain de mec?
Je lui ai montré le bail avec uniquement ton nom dessus et le contrat de location que tu as signé avec moi. Son visage est passé par 5 émotions différentes en 2 secondes. Et ensuite, je te jure devant Dieu, elle est littéralement tombée à genoux dans le salon, comme dans un mauvais film. J'entendais le vacarme en arrière-plan. Le hurlement caractéristique d'Ava transperçait ce qui ressemblait à la playlist d'entraînement de Milo. Une petite pointe de culpabilité a traversé mon esprit, mais elle s'est dissoute plus vite qu'un Alka-Seltzer quand je me suis souvenu de la façon dont elle riait avec Léo en se moquant de moi. Raconte encore, ai-je dit en ouvrant une deuxième Lacroix. C'était mieux que Netflix. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il y avait une erreur, que vous alliez vous marier. Puis elle a vu les textos encadrés et s'est complètement effondrée. Mode crise totale. Elle s'est mise à pleurer comme une folle, mascara partout. Ensuite, elle a vu la boîte de la bague vide et elle a replongé direct. Milo continuait, visiblement ravie de son rôle dans ce drame. Elle essaie sans arrêt de t'appeler. Quand elle n'y arrivait pas, elle exigeait que je lui dise où tu étais. Je lui ai dit que je louais juste l'appart. Et là, elle fait quoi, ai-je demandé, en espérant secrètement qu'elle soit encore en pleine crise sur son sol. Elle est partie il y a 10 minutes, en hurlant qu'elle allait te trouver et arranger ça. Citation exacte, il ne peut pas me faire ça. Tu devrais peut-être faire attention, mec. Elle avait ce regard de folle dans les yeux. Le regard de folle. Je le connaissais bien. C'était le même regard qu'elle avait quand elle voyait une notification sur mon téléphone qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Le regard quelqu'un remet en cause ma réalité, et il annonçait généralement un comportement totalement irrationnel. Je n'étais pas inquiet. J'avais déjà prévenu la sécurité de mon bureau que mon ex-psychopathe pourrait débarquer pour faire un scandale. J'avais dit à mon nouvel immeuble de ne laisser monter personne sans mon autorisation. J'avais changé tous mes mots de passe. J'avais tout prévu, parce que je sais à quel point la folie peut être persistante. Fidèle à elle-même, même pas 20 minutes après l'appel de Milo, mon téléphone s'est rallumé avec des messages de 3 amis différents. Apparemment, Ava était partie en croisade, appelant tout le monde pour savoir où j'étais. Quand ça n'a pas marché, elle a commencé à se pointer chez eux. Mon pote Kai m'a envoyé une vidéo d'elle en train de marteler sa porte à 23h, en hurlant mon prénom. Elle passait en mode nucléaire, et tout le monde prenait les retombées. Et évidemment, Ava s'est présentée à mon bureau le lendemain matin à 9h15 pile. D'après ma collègue Jess, qui m'a envoyé un message d'avertissement, c'était un désastre absolu. Jess, info, ta copine est dans le hall en train de péter un câble. Jess, tu as vraiment annulé ton mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? Jess, attends, laisse tomber. Elle est en train de le hurler pour que tout le monde entende. J'ai répondu rapidement, longue histoire, je te raconterai plus tard, puis je me suis préparé mentalement. J'aurais pu me planquer toute la journée en télétravail dans une salle de réunion, mais ça aurait été lâche. Autant affronter ça de front et en finir. La sécurité l'a bloqué dans le hall, mais je l'entendais. Nat, je sais que tu es là-haut. Tu ne peux pas me faire ça. On va se marier. Je suis descendu. Mon bureau n'était pas assez approvisionné pour tenir un siège, alors j'ai décidé de régler ça une bonne fois pour toutes. Ava, qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé. Son ton a changé instantanément. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, son visage se transformant à une vitesse hallucinante. Bébé, il y a eu un énorme malentendu. S'il te plaît, on peut juste parler? La transformation était déroutante. Cette femme devrait gagner un Emmy pour sa capacité à changer d'état émotionnel à la demande. Une seconde, elle hurle comme une banshee. La suivante, elle joue la vulnérabilité en larmes. Je n'y croyais plus. Il n'y a aucun malentendu. J'ai vu tes messages avec Léo. Tous. Son visage s'est effondré plus vite que le respect que j'avais encore pour elle. Puis les larmes sont arrivées, pile à l'heure. Classique Ava. Toujours prête à pleurer quand la logique ne lui servait plus. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Léo ne compte pas pour moi. C'est toi que j'aime. Je l'ai regardé sans rien ressentir d'autre que du dégoût, et une petite pointe de pitié. Cette performance pathétique était tellement prévisible que c'en était presque ennuyeux. C'est fini. Le mariage est annulé. L'appartement n'est plus chez toi. Ne me contacte plus jamais. Mais, où est-ce que je suis censé aller? A-t-elle hurlé, le mascara coulant, ressemblant à un raton laveur en pleine crise de nerfs. J'ai haussé les épaules. Peut-être que Léo a de la place. Ou alors tu n'étais qu'un bon moment pour lui aussi? Je parie qu'il ne répond plus à tes appels maintenant que tu n'es plus le fruit défendu. Ça a touché un nerf. C'est laquelle a essayé de me gifler, devant la sécurité et une quinzaine de collègues qui faisaient semblant de ne pas regarder ce désastre. J'ai attrapé son bras et je l'ai regardé droit dans les yeux. N'ose même pas sortir d'ici avant que je ne te fasse sortir moi-même du bâtiment, ai-je exigé. Pendant que la sécurité l'escortait dehors, elle continuait à brailler que j'avais ruiné sa vie et que je le regretterais. Projection classique. Tout ce que je pensais, c'était, non, Ava. Tu as fait ça toute seule le jour où tu as décidé que tes vœux auraient un astérisque. Je me suis retourné et j'ai vu tout le bureau en train de me fixer. Jim de la compta a commencé à applaudir lentement. Quelqu'un a sifflé. Mon patron a simplement hoché la tête et a dit, prends la journée si tu en as besoin. Quelques semaines ont passé.
Je m'installais dans ma nouvelle vie, concentré sur le travail, allant plus souvent à la salle. Incroyable tout le temps libre qu'on a quand on n'est plus occupé à gérer les insécurités de quelqu'un d'autre, et à profiter réellement de la vie. Mon frigo était rempli de restes de pizza, et personne ne se plaignait quand je jouais aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin. La belle vie. Le déluge constant de messages venant de numéros inconnus, Ava utilisant les téléphones de ses amis, s'est enfin réduit à quelques gouttes. Elle a essayé de créer de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux pour m'écrire, mais je les ai bloqués aussi. Elle a même envoyé un foutu panier de fruits et chocolat à mon bureau, avec une carte me suppliant de lui donner une autre chance. J'ai partagé les fraises enrobées de chocolat avec mes collègues et jeté la carte sans la lire. La nourriture gratuite reste de la nourriture gratuite. Mon nouvel appartement commençait vraiment à ressembler à un chez-moi. Pas de coussin rose, pas de bougies parfumées qui me donnaient mal à la tête, pas de conneries live low glove sur les murs. Juste mon setup gaming, des meubles confortables, et un silence béni. J'avais oublié ce que ça faisait d'exister sans que quelqu'un réclame constamment attention et validation. En fait, c'est plutôt génial. La vague initiale de questions de la part des amis et de la famille sur la rupture soudaine était en grande partie retombée. Les gens se lassent vite de ton drama après la première semaine. C'est la nature humaine. Je recevais encore parfois des messages de prise de nouvelles de la part d'amis communs, ce que j'appréciais. Ava avait apparemment raconté à certains que je faisais une dépression nerveuse et que je l'avais abandonnée sans raison. Quelques-uns l'ont cru, mais la plupart ont vu clair dans son jeu, surtout après qu'elle se soit saoulée à une soirée et ait fondu en larmes en disant que je lui avais tout pris. Mais attends. Ce n'était pas fini. Les choses sont même devenues encore plus intenses. Tu te souviens d'Evelyne? La fille canon qu'Ava détestait plus que tout? Ouais. Evelyne est entrée en scène. J'ai reçu un message, d'Evelyne. De toutes les personnes possibles. La source de tant de disputes. La femme dont le nom ne pouvait même pas être prononcé sans qu'Ava fasse une crise. Salut. J'ai entendu parler de toi et Ava. Je suis vraiment désolé. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Je suis resté à fixer ce message. Une partie de moi se demandait si parler à Evelyne ne franchissait pas une ligne invisible. Puis je me suis souvenu qu'Ava m'avait trompé avec le mec qu'elle jurait avoir rayé de sa vie, tout en m'accusant d'avoir des sentiments pour Evelyne. Je ne lui devais rien. Ça restait bizarre, quand même. Comme si je jouais malgré moi dans le scénario paranoïaque qu'Ava s'était inventé. Il y a une culpabilité étrange qui persiste même quand on est la personne trahie. Mais c'était un vieux conditionnement issu d'une relation bâtie sur la manipulation. Temps de supprimer ce code buggé. Alors j'ai répondu, merci. Ça me touche vraiment. Un café un de ces jours? Sa réponse est arrivée immédiatement, dis-moi quand t'es où. On s'est retrouvés ce week-end-là dans un café du centre-ville où ils font payer 8 $ pour ce qui est essentiellement de l'eau marron avec de l'art latte prétentieux, et putain. Ça a été une révélation. Evelyne est arrivée tout à fait normalement. Pas du tout la succube mangeuse d'homme qu'Ava décrivait. Juste une femme normale, en jean et pull, avec un sourire sincère et zéro arrière-pensée. Les 15 premières minutes ont été un peu maladroites, on tournait autour de l'éléphant dans la pièce, puis elle s'est lancée. J'imagine que tu sais qu'Ava et moi avons une histoire. J'ai hoché la tête en remuant mon café. Elle m'a dit que vous aviez eu une grosse brouille à la fac. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Evelyne a pris une grande inspiration. Ouais, c'est un euphémisme. Il y a quelque chose que tu devrais probablement savoir. Et là, Evelyne m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais su. Il s'est avéré que la raison de leur brouille nucléaire, c'était qu'Ava avait piqué le petit ami d'Evelyne à l'époque. Et devine qui était ce petit ami? Léo. Le même Léo avec qui elle me trompait. Toutes les pièces se sont mises en place comme un puzzle tordu. Le Léo qu'elle décrivait comme toxique et contrôlant. En réalité, c'était le copain d'Evelyne en premier. L'Evelyne qu'Ava prétendait obsédée par le fait de lui voler ce qui lui appartenait. C'était elle, la petite amie d'origine, celle qui s'est fait tromper. Elle avait toujours un faible pour lui, m'a expliqué Evelyne, même quand on était encore amis. Elle flirtait avec lui juste devant moi. Et quand je lui faisais remarquer, elle disait que j'étais parano et insécure. Ça te rappelle quelque chose? Oui. Exactement. Ava projetait depuis le début, et j'étais trop empêtré dans son chaos pour m'en rendre compte. On était colocataires, a continué Evelyne. Meilleurs amis depuis la première année. Puis un jour, je suis rentré plus tôt d'un cours annulé et je les ai trouvés ensemble dans notre appartement. Dans mon lit. Elle a secoué la tête. Quand je l'ai confrontée, elle a réussi à retourner la situation pour que ce soit ma faute. Elle a dit que Léo était malheureux depuis des mois, qu'il ne pouvait pas lutter contre leurs sentiments. Le script classique des infidèles. Je suis resté là, abasourdi par la façon dont l'histoire s'était répétée presque à l'identique. Le reste du groupe d'amis avait pris parti. Certains l'avaient cru, d'autres m'avaient cru, a-t-elle dit. Ça a dégénéré. Elle a fini par changer d'université pour terminer son diplôme ailleurs. Elle ne supportait plus de les voir ensemble tous les jours sur le campus. On a parlé pendant des heures. Pas seulement d'Ava, mais de tout le reste. Nos boulots, nos passions, des amis communs dont Ava nous avait éloignés. Et là, surprise,
Evelyne était vraiment géniale. Intelligente, drôle, simple. Exactement le genre de personne qu'Ava aurait toujours perçue comme une menace. À partir de ce jour-là, on a commencé à se voir plus souvent, toujours avec d'autres amis. Pendant ce temps, Ava disparaissait peu à peu de nos vies. Elle essayait encore de me contacter de temps en temps, mais elle savait que c'était inutile. Environ 2 mois après la rupture, après plein de sorties entre amis, j'ai posté une photo sur Instagram. Un groupe de potes à un match de baseball, Kai, Carlos, sa copine Mia, moi, et Evelyne assises à côté de moi. On était tous tagués. On souriait, on buvait des bières hors de prix du stade. Du contenu banal, inoffensif. Je n'ai pas posté ça pour provoquer Ava. Honnêtement, je pensais de moins en moins à elle. C'était juste un bon moment entre amis que j'avais envie de partager. Mais Ava restera toujours Ava. Moins d'1 heure plus tard, 1 heure, mon téléphone a explosé avec des messages d'un numéro inconnu. Inconnu? Alors comme ça, c'est sérieux entre vous? Inconnu, Evelyne? Je le savais. Inconnu, tu préparais ça depuis le début. Inconnu, tu l'as baisé depuis tout ce temps, hein? Il m'a fallu 3 secondes pour comprendre que c'était Ava utilisant le téléphone d'un ami, puisque son numéro était bloqué. L'ironie qu'elle m'accuse de tromperie ne m'a pas échappé. J'ai bloqué ce numéro aussi et je suis retourné regarder Netflix. Mais ce soir-là, Evelyne m'a appelé, vraiment paniquée. Nat, Ava est venue chez moi. Elle hurlait dans le couloir, complètement hors d'elle. La sécurité l'a fait partir, mais maintenant elle m'envoie des menaces. Là, j'ai vu rouge. Qu'elle s'en prenne à moi, passe encore. Je pouvais gérer la folie d'Ava. Mais entraîner Evelyne là-dedans? Non, absolument pas. Evelyne m'a envoyé des captures d'écran. C'était grave. Vraiment grave. Pas des messages du genre « je te déteste ». Elle disait qu'elle allait me défigurer, me suivre jusqu'au travail. Qu'elle ferait en sorte qu'aucun homme ne me regarde jamais plus. Qu'elle détruirait la carrière d'Evelyne en disant à son patron qu'elle avait couché pour obtenir son poste. Et un message particulièrement graphique sur le fait de la retrouver dans un parking sombre. Ava était passée en mode attraction fatale. N'attends pas, appelle la police. Elle a dépassé une limite. C'est ce qu'on a fait. On a déposé plainte, obtenu une ordonnance restrictive temporaire, toute la procédure. Les policiers ont été pros. Ils ont pris les copies des messages menaçants et nous ont fait rédiger des déclarations. Honnêtement, je ne pensais pas que ça irait loin. Les ordonnances restrictives, ce n'est que du papier. Mais 2 jours plus tard, Evelyne m'a appelé, affolée. La police venait de la contacter. Ils avaient arrêté Ava. Ils l'ont trouvée garée devant l'immeuble d'Evelyne. Une batte de baseball posée sur le siège passager. En train d'attendre. Comme une dingue. Elle a été arrêtée pour harcèlement et menaces criminelles. Ils ont aussi trouvé un carnet dans sa voiture. L'emploi du temps quotidien d'Evelyne. Les endroits qu'elle fréquentait. Les moments où elle était seule. Du niveau stalker hardcore, le genre de truc qui te glace le sang. Ses parents ont payé la caution, évidemment. Ils avaient couvert ses conneries toute sa vie. Mais le mal était fait. Elle a perdu son boulot. Ses amis. Elle a accepté un accord, pas de prison, mais mise à l'épreuve, travaux d'intérêt général et thérapie obligatoire. L'ironie? Si elle avait simplement accepté la rupture et été passée à autre chose, elle irait très bien aujourd'hui. Probablement déjà avec un autre mec innocent, en jouant la victime de son ex-connard. Je n'ai même pas eu besoin d'agir après le changement d'appartement. Elle s'est autodétruite toute seule. C'était comme regarder quelqu'un s'immoler en essayant de t'entraîner avec lui. Pendant ce temps, Evelyne et moi nous sommes rapprochés à travers toute cette épreuve. Rien de tel qu'un ex complètement cinglé en commun pour créer un lien. On ne sort pas ensemble officiellement. On traîne, on échange nos histoires de guerre, on rigole du fait qu'on a esquivé la même psychopathe à des années différentes. On prend notre temps. On apprécie la compagnie de l'autre. Et tu sais quoi? C'est agréable. Vraiment, vraiment agréable. Aux dernières nouvelles, Ava a dû retourner vivre chez ses parents, dans un autre état. Léo, évidemment, n'a plus rien voulu savoir d'elle une fois que le frisson de la relation cachée a disparu et qu'elle est devenue une ex désespérée avec des problèmes judiciaires. Elle a même supprimé tous ses réseaux sociaux, probablement pour le mieux, vu son incapacité à ne pas stalker les gens en ligne. Moi? Ça va. Pas de drama. Pas de chantage émotionnel. Juste la paix. Et oui, je joue sur le PC gaming que sa trahison a financé, GPU 4090, processeur i9, refroidissement triple ventilateur, NVMe 2 Teraoctets, écran ultra-wide incurvé 34 pouces, et PC aussi fluide que le karma. Et crois-moi, l'ironie, ça frappe encore plus fort en ultra-graphisme.